Là. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Vous avez le chat pour pouvoir nous le dire. Parfait, super. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, bonjour Raphaël, déjà, pour commencer. Bonjour Arthur. Je suis ravi de faire ce webinaire avec toi. On s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait des synergies intéressantes à partager à nos communautés respectives, donc j'en suis ravi. Eh bien, plaisir partagé. Peut-être qu'on va laisser le temps aux quelques retardataires d'arriver. Du coup, ce que je vous propose de faire en attendant, c'est de dire dans le chat où est-ce que vous vous situez. Moi, par exemple, je suis à Orléans. Je sais pas, t'es où, Raphaël, toi, du coup? Moi, je suis à Marseille pour le coup. Donc, pas de soleil aujourd'hui, mais Tiens, donc là, on voit qu'il y a des Bretons, Clermontois, donc ceux qui sont au centre de la France. Toulouse, Avignon. Bio. C'est où Bio? Bruxelles. On a même des Belges. Parfait. Alors, Bio, je sais pas où c'est Bio. moi non Énorme. plus. Et toi, t'es à Marseille, Raphaël, tiens, je savais pas. Ouais, tout à fait. À Strasbourg, ça me fait plaisir. C'est ma ville de naissance, Ah, avec le petit bretzel de Ville Divine. ouais. Tu pourrais mettre une bouillabaisse, toi. Je m'y suis pas encore fait à ce plat. Particulier. Ouais, un peu particulier. Assez fort en goût. C'est ça. Je préfère les tartes flambées pour le coup. Tiens, on a même des gens du Togo. Bah, bienvenue. Bienvenue. Bon, on va pouvoir démarrer. On a laissé 2 minutes puis il y a d'autres gens qui vont arriver d'ici là, j'imagine. En tout cas, je vois qu'on est un certain nombre, donc merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, on va vous parler aujourd'hui de le sujet du jour, donc comment vos collaborateurs acteurs de leur carrière. Et c'est vrai que quand on en a discuté avec Raphaël, c'était assez évident pour nous de vous partager notre vision sur le sujet. Puis donc on va se donner à peu près une demi-heure pour vous partager ce qu'on a préparé. Et puis on va se laisser un quart d'heure à la fin pour répondre à vos différentes questions. On va vous faire travailler aussi en cours de webinaire. Vous allez voir à un moment donné, on va vous proposer quelques questions. Donc, n'hésitez pas à interagir puisqu'on va rebondir dessus aussi. Et puis, ça fera, n'hésitez pas à interagir aussi dans la partie chat au cours de webinaire. Mais nous, on va surtout mettre le focus à la fin du webinaire sur vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions pour ça. Et vous avez la possibilité de voter aussi pour les questions qui vous intéressent le plus. Ce qui nous permettra aussi de mettre le focus un peu plus là-dessus avec Raphaël. Donc, avant de démarrer, je vais peut-être te laisser te présenter, Raphaël, dans un premier temps. Ouais, avec Voilà, plaisir. donc, je t'en prie. Ouais. Bien, enchanté à tous. Donc moi, je suis Raphaël, je suis le cofondateur et le CEO de Zola. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, moi, ça fait un peu plus de 8 ans maintenant que j'évolue dans le secteur des ressources humaines, donc 4 ans en cabinet de conseil et 4 ans sur le projet Zola. Et Zola, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne justement des directions RH de petites et moyennes entreprises dans la construction en fait de leur démarche talent. Donc on va aider justement des entreprises qui n'ont pas encore mis en place de process ou qui le font de façon un peu artisanale, de mettre en place des processus de suivi de carrière. Donc on va agir avec notre logiciel sur toute la dimension d'entretien, de gestion de la formation, de gestion des compétences, pour commencer à poser ce socle qui permettra du coup, bien comme l'intitulé du webinaire, de rendre les collaborateurs acteurs de leur projet de carrière, mais aussi vous aider, vous, public RH, à construire cette politique et la transmettre à vos managers et à vos collaborateurs. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Arthur Philippe, CEO de JobMaker depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, sinon, je suis psychologue du travail et ça fait 13 ans que je travaille dans la HR Tech.
J'ai connu pas mal de startups à succès. Et puis, il y a 2 ans, j'ai eu la chance de prendre la direction de Jumpmaker, donc une startup qui a été créée il y a 7-8 ans maintenant, à la base par des coachs de carrière, en fait, qui intervenaient dans les organisations pour accompagner les collaborateurs dans des contextes de mobilité interne, transition pro, dans les contextes de réorganisation, etc. Et en fait, le constat qu'ils ont fait, c'est que finalement, ils intervenaient physiquement pour accompagner toujours les mêmes typologies de collaborateurs, donc plutôt les cadres dirigeants, les top managers. Et donc, la question s'est posée à un moment donné de se dire, mais comment on peut faire en sorte d'accompagner davantage de personnes dans les organisations, tout en démocratisant l'accompagnement de carrière. Et finalement, le constat qui a été fait, c'est qu'on ne peut pas dupliquer l'accompagnement humain à l'échelle puisque ça coûte trop cher. Et donc, c'est pour ça qu'on a tendance à élitiser l'accompagnement. On ne peut pas demander au RH non plus de passer une dizaine d'heures de temps par collaborateur pour les accompagner sur ces sujets-là. Et donc, la vision était de se dire, finalement, on va digitaliser une partie de l'accompagnement, donc grosso modo 80%, tout en laissant évidemment la part du RH dans notamment l'entretien des briefings, etc., qui ne peut pas être digitalisé, forcément. Mais pour justement permettre aux collaborateurs d'être véritablement acteurs de leur carrière et de pouvoir se préparer en autonomie en amont des entretiens en faisant le point sur notamment ses compétences clés, ses réalisations phares, ses priorités du moment, travailler son projet pro et arriver en entretien avec une posture d'offreur de compétences et non pas de demandeur d'emploi quelque part, pour permettre davantage d'impact dans les entretiens de carrière. On reviendra dessus après. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose justement, c'est comment rendre vos collaborateurs acteurs de leur projet de carrière, puisqu'évidemment, c'est souvent une injonction qu'on entend les organisations. Nous, la question qu'on va vous proposer, c'est comment est-ce qu'on va décliner cette vision d'un point de vue opérationnel, comment opérationnaliser ce discours. Parce que si on s'arrête là en disant, tiens, sois acteur de ta carrière, mais qu'on ne met pas de solution en face, ça revient à dire à quelqu'un, tu as qu'à traverser la rue pour trouver un boulot. C'est évidemment une injonction sans solution et ça ne marche pas toujours et on voit comment ça peut être reçu. Et donc, pour répondre à cette question, on va d'abord faire un petit focus sur justement l'évolution de la fonction RH. Comment est-ce que cette évolution a redistribué les cartes, notamment entre les collaborateurs, les RH et les managers. Et puis justement, on va vous partager comment maintenant, une fois qu'on fait ces constats, appliquer ça d'un point de vue opérationnel au sein de vos organisations. Donc voilà ce qui va être déroulé. J'espère que ça vous convient. En tout cas, j'ai pas de plan B, donc il va falloir accepter le menu. Donc, on a décidé de vous partager trois constats. On pourra en faire des milliers sur le sujet, évidemment, mais l'idée, c'était vraiment de mettre le focus sur ces 3 aspects. Déjà, donc, on est tous d'accord pour dire que les carrières linéaires telles qu'elles étaient auparavant prédestinées et prédéfinies, aujourd'hui, c'est complètement remis en question. Moi, je pense que mon grand-père, qui était ingénieur chez EDF, quand il arrivait à 22 ans, qu'il a signé son premier contrat de travail, il savait grosso modo 30 ans plus tard à quel poste il serait. Évidemment, aujourd'hui, tout ça est complètement remis en question. On est rentré dans l'ère de l'individualisation des trajectoires de carrière. Donc, les collaborateurs aujourd'hui, en fait, même parfois, à peine diplômés, ils savent déjà plus ce qu'ils veulent faire. Et donc tout ça est amené à rebattre un peu à remettre en question toutes les stratégies de workforce planning, etc. Et d'ailleurs, on a bien vu, puisque sur les 5 dernières années, il y a un quart des collaborateurs qui ont été en reconversion. Donc, alors évidemment, le Covid a été un accélérateur, mais je veux dire, c'était déjà latent. Le sujet était déjà présent. Ça n'a fait qu'accélérer le phénomène. Et ça a permis aussi, quelque part, aux collaborateurs de s'emparer de ce sujet, qui est aussi une opportunité pour vous. Encore faut-il bien adresser le sujet et bien le prendre en considération. Et tout ça, évidemment, avec cette perspective aussi pour les collaborateurs d'avoir davantage de sens dans leur fonction. Alors ça, c'est lié évidemment à cette idée de vouloir avoir un impact positif sur la société, de se servir de l'organisation non pas comme une fin en soi, mais comme un support à son évolution personnelle et professionnelle. Et c'est pour ça que parfois, on voit souvent, on ne comprend pas toujours pourquoi est-ce que des collaborateurs, au bout d'1 an et demi, 2 ans, soit commencent déjà à vouloir changer de fonction dans l'organisation, soit sont prêts à démissionner. C'est simplement parce que parfois, peut-être qu'il manque aussi de perspective, il manque de sens dans leur fonction. Ils ont besoin de se réaliser par eux-mêmes et ça va évidemment parfois remettre en question certaines pratiques et c'est important de s'emparer de ce sujet. Et enfin, dans un monde qui évolue énormément, alors là, alors c'est pas nouveau, hein, il y a eu plusieurs transformations. Ça a commencé même dès qu'on a commencé
Enfin, il y a eu l'ère industrielle, l'ère agricole. Enfin, je ne vais pas faire toute l'histoire de la transformation des métiers. Sauf que jusqu'à présent, ces transformations étaient surtout pour on va dire les cols bleus de manière générale. Sauf que là, maintenant, les cols blancs sont aussi concernés, notamment avec l'émergence de l'IA. Et donc, on sait que d'ici 2030, ça c'est une enquête de Pôle emploi qui est sortie récemment, que 85% des métiers aujourd'hui qu'on utilise, soit n'existeront plus, soit vont être fortement transformés. Donc, ça fait que tout le monde est confronté à ces transformations. Et on voit que les collaborateurs aujourd'hui, ça c'est un de nos clients Enedis qui nous l'a dit, ils ont fait une enquête auprès des talents, enfin des candidats dans la phase de recrutement. Et en fait, le deuxième critère pour lesquels les candidats viennent chez Enedis, c'est qu'ils ont un véritable parcours d'accompagnement de carrière prévu dans l'expérience collaborateur. Parce qu'ils sont conscients que le monde se transformant très vite, c'est important que l'organisation crée les conditions favorables à ce que les collaborateurs puissent maintenir leur employabilité sur le marché. Alors, c'est soit sur le marché interne comme externe, le marché du travail, j'entends. Donc, c'est intéressant pour vous, en tant qu'organisation, d'avoir des collaborateurs qui sont compétitifs sur le marché, ce qui vous permet évidemment de maintenir un niveau d'innovation important. C'est quand même le capital humain, c'est la première source d'innovation et de croissance de vos organisations. Mais c'est aussi important pour vos collaborateurs, si demain ils sont amenés à quitter votre organisation, de manière choisie, qu'ils puissent retrouver un job facilement. Et donc, de maintenir vos collaborateurs compétitifs sur le marché de l'emploi, interne comme externe, est aussi un élément clé et une attente forte de la part de vos collaborateurs. Et donc, il faut que j'accélère un peu, mais tout ce que je viens de vous partager, finalement, ont eu pour conséquence de faire évoluer la fonction RH d'une fonction support vers une fonction stratégique. Pendant très longtemps, les RH étaient plus considérés comme un peu les gardiens du temple, le ministre de l'Intérieur de l'organisation, on va dire. D'ailleurs, souvent, on embauchait des anciens militaires à cette fonction. D'une certaine façon, je caricature un peu, un bon DRH, c'était celui qui n'avait pas de problème avec les syndicats. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais évidemment, je sais de manière assez provocatrice. Aujourd'hui, c'est clairement devenu une fonction stratégique. Le capital humain est le premier capital de vos organisations, donc c'est celui sur lequel on doit investir le plus. Ce qui veut dire que ça veut dire que je mets une petite aparté, mais c'est-à-dire que la fonction RH ne peut plus considérée comme une charge, mais bien comme un investissement, avec un ROI derrière. Donc ça c'est un message à transmettre à vos DAF, hein, c'est-à-dire que quand on investit dans les RH, on ne dépense pas de l'argent, c'est un investissement vertueux qui peut évidemment être pourvoyeur de croissance pour vos organisations. Et donc, le focus ces dernières années était vraiment essentiellement mis sur l'attractivité des talents, comment les attirer, comment leur donner envie, donc la marque employeur, comment accueillir, onboarder. Moi, je me souviens, mon premier job il y a 15 ans, je ne suis pas resté longtemps, c'est même pas sur mon profil LinkedIn, je suis resté qu'un mois. J'ai mis 3 semaines à avoir mon ordi de fonction. Donc ça, heureusement, aujourd'hui, c'est terminé. Mais en tout cas, donc ça, c'est des sujets qui, a priori, normalement, vous avez déjà adressés dans vos organisations respectives. Maintenant, la question, c'est comment arriver à engager et fidéliser les talents, comment arriver à assurer leur montée en compétences aussi, et comment leur proposer des perspectives d'évolution pour pouvoir justement les engager et les fidéliser. Là, j'étais un petit peu long, mais je te laisse la main, Raphaël, pour la suite. Ouais, clairement. Et du coup, pour rebondir sur ce que disait Arthur, il y a effectivement ce changement que vous devez observer, vous, à vos fonctions. Il y a le sujet qui est super visible de tout ça, c'est le recrutement. En fait, les difficultés de recrutement sont liées à tout ce que vient de dire Arthur. Les personnes bougent beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite d'une société à l'autre. Les compétences devenant beaucoup plus transposables aussi, ça crée de l'instabilité forcément dans les équipes. Et nous, dans toute cette réflexion, on observe, comme vous l'observez, ce changement du côté des pôles RH, mais il y a aussi un changement qui va opérer du coup en cascade au final sur les managers et les collaborateurs. Parce qu'aujourd'hui, les managers, historiquement, sont là pour être des experts opérationnels qui accompagnent les collaborateurs, etc. Et on oublie un petit peu qu'ils sont aussi notre pivot central. Donc, désolé pour le lien avec le basket, mais le manager, c'est la personne qui va en fait diffuser cette culture RH auprès du collaborateur. Donc, pour repartir un peu sur cette rétrospective que prenait Arthur, historiquement, les RH sont une fonction support et RH et manager ensemble forment un binôme qui échange sans forcément, pour caricaturer, tenir au courant le salarié, propose en fait une évolution, propose un parcours de carrière hyper fixe et l'employé en dispose. Et l'idée, c'est qu'il prenne et qu'il avance.
Donc, les limites qu'on a identifiées dans ce modèle, qui est le modèle classique d'un accompagnement de carrière, c'est RH manager prennent la décision, le donne à l'employé, et donc le problème, c'est qu'on va reproduire des schémas existants. On ne va pas forcément être dans cette logique d'adaptabilité, et les collaborateurs vont être, maintenant, de nos jours, désengagés du processus. Donc, l'objectif de cet échange et donc de la suite du déroulé, c'est de vous parler comment on fait justement pour remettre le collaborateur au cœur de tout ça, pour répondre à ces nouveaux enjeux. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'étant donné qu'on a envie d'intégrer le manager là-dedans, on a la réglementation, donc je parle pour le public français, on va avoir effectivement un outil qui s'appelle les entretiens professionnels. Donc, on nous a obligés à faire ça avec la loi à venir. Pour nous, en tout cas, on le voit comme une opportunité. Parce que ces entretiens professionnels, au final, c'est un temps d'échange qui va permettre à managers et collaborateurs de se retrouver pour ne pas parler en fait de l'opérationnel, pour ne pas parler de performance. Et c'est via justement cet entretien que nous, population RH, on va avoir la possibilité de travailler avec nos managers pour diffuser justement les bonnes pratiques. Donc on va y revenir après sur l'onglet solutions, mais aussi de diffuser, de récupérer auprès du collaborateur des informations clés qui vont nous permettre de le remettre au centre justement de cet accompagnement. Arthur, je te repasse la main pour l'étape d'après. Où là, on va vous faire travailler un petit peu justement. Ouais. Puisque là, l'idée, c'est maintenant qu'on vous a exposé un peu nos visions par rapport au sujet qu'on vient d'adresser. Vous allez avoir un sondage qui va apparaître. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Est-ce que vous le voyez? Voilà, donc très bien. Donc maintenant, je vous remercie de répondre aux questions. Puis on va commenter avec Raphaël en même temps. Donc la première question, à quelle occasion abordez-vous les sujets de carrière avec les collaborateurs? Donc est-ce que c'est durant les entretiens professionnels? Est-ce que c'est durant les entretiens annuels? Est-ce que vous avez des entretiens de carrière vraiment dédiés à ça? Ou alors, c'est une bonne question. En tout cas, c'est en réflexion de votre côté, justement. Donc, est-ce que vous avez le sondage qui apparaît de votre côté ou pas? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des… Est-ce qu'il y a des réponses? Ouais, s'il y a des réponses dans l'onglet sondage. Donc, je vois que majoritairement, c'est pendant les entretiens professionnels. Ouais. Donc, bon, Une petite compète avec les entretiens annuels. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est vous fusionnez les deux entretiens, j'imagine, à ce moment-là, fort logiquement. En tout cas, c'est vrai que moi, je comprends pour des questions logistiques l'idée de pouvoir de fusionner les deux, parce que forcément, on a le temps on n'a pas toujours le temps de pouvoir faire 3, 4, 5 entretiens par an, ça paraît assez évident. À ceci près que souvent, le fait de fusionner les deux, je trouve que le risque, d'une certaine façon, c'est que du coup, on soit centré que sur le résultat de l'encours du collaborateur, mais on perde la puissance de cette capacité aussi à avoir un collaborateur qui va pouvoir vraiment prendre du recul pas simplement sur le quotidien de sa fonction, mais plus sur sa trajectoire et qui puisse derrière se projeter dans l'organisation. Sinon, ça centre, à mon avis, à mes yeux, que sur l'opérationnel et ça prive le collaborateur d'une prise de recul et donc le RH aussi de cet accompagnement pour justement pouvoir parce que pour pouvoir fidéliser le collaborateur, hein, c'est quelque part comprendre des moteurs profonds de ses collaborateurs, c'est aussi permettre de les fidéliser derrière. Et il y a un point intéressant que partageait Émilie, justement, c'est dans le cas de les faire en même temps, c'est potentiellement lié à cet effet un peu gain de temps pour que le manager n'ait pas de créneau à fixer, etc. Et il y a cette possibilité qui est donnée aux salariés de solliciter un entretien carrière. Et ça, Émilie, justement, est-ce que vos collaborateurs, pour le coup, ils les sollicitent est-ce que vous avez un pourcentage à nous partager sur ce point-là? De combien de collaborateurs peuvent mobiliser ou Kevin, justement, parce que ça c'est assez intéressant, justement, d'ouvrir cette possibilité. Mais ce qui est intéressant d'observer aussi, c'est est-ce que les salariés viennent sur ce terrain-là? Est-ce qu'ils le sollicitent vraiment? Ouais, ça, c'est tout nouveau chez vous, Émilie?
Parce que ouais, c'est souvent ce qu'on voit quand on fusionne les deux. Il y a toujours ce risque, effectivement, que le manager aille sur le terrain sur lequel il est le plus à l'aise. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on observe chez la majorité de nos clients qui les fusionnaient. C'est d'avoir effectivement le manager qui va plus prendre le pas sur l'étude de l'analyse de la performance et autres, et très peu sur cette dimension pro, parce que c'est un terrain euh, qui est un peu plus, j'ai pas envie de dire glissant, mais c'est un peu ça. Et donc, ouais, Emily, la campagne est lancée, et Kevin, il y en a eu 35 pour le moment. On va devoir avancer un peu. Il reste Désolé. mais bon, on voit que en tout cas, c'est un sujet, ça sera peut-être même l'objet d'un webinar finalement, qu'on pourrait faire en complément. Là, on pourra en discuter avec vous à l'issue du webinar si vous souhaitez justement échanger avec nous de manière respective sur ces sujets-là. Question 2, du coup. Les entretiens professionnels au service de l'évaluation ou de l'évolution des collaborateurs. Donc, je vous laisse répondre. Donc là, pareil, donc plutôt au service de l'évolution des salariés, en grande majorité. Ça, c'est personnes. une bonne pratique dans l'ensemble. Mais effectivement, je pense que quand on fusionne les deux, on a tendance à faire les deux en même temps. Donc, il y a une correspondance entre les deux questions. Question 3. Comment estimez-vous l'impact de vos entretiens professionnels aujourd'hui? J'accélère un petit peu, hein, c'est pas que on pourrait commenter davantage. Hop. Donc là, comment estimez-vous l'impact de vos entretiens professionnels en termes d'évolution de carrière? Ouais, on a vraiment ce point. J'ai l'impression. C'est l'obligation qui est quand même pas mal représentée. On voit qu'en tout cas, une majorité d'entre vous, ça reste un enjeu, globalement. Alors, effectivement, on peut toujours s'améliorer. Même, parfois, c'est décevant. Donc ça, c'est intéressant aussi de comprendre pourquoi. Et ça parfois, il y a à la fois une réflexion à avoir autour de son design RH qui doit s'emparer du sujet. Ça va être la question d'après, hein, d'une certaine façon. Mais de faire ce diagnostic aussi, de comprendre quelles sont les bonnes pratiques. Donc, je pense que si vous êtes là aussi, c'est par hasard, hein, c'est quelque part la question se pose de votre côté. Donc, on espère pouvoir contribuer à vous donner des pistes de réflexion. Et puis, comment aussi communiquer autour de ces sujets-là, comment faire en sorte de responsabiliser à la fois. Nous, on aime bien dire souvent que quelque part, le design RH appuie sur 3 piliers. Donc, les RH qui doivent créer le cadre favorable au développement des compétences, à l'accompagnement des collaborateurs, donc avec les bons outils et les bons dispositifs. Le manager, lui, doit veiller à la montée en compétences de ses collaborateurs. Quand on recrute quelqu'un, si 3 ans plus tard, il n'a pas progressé, quelque part, il y a un défaut d'accompagnement, on pourrait dire. Mais enfin, le premier responsable, à partir du moment où le cadre est créé, les managers ont pris conscience de ces enjeux, c'est le collaborateur lui-même qui doit se saisir des opportunités qu'on lui propose. Voilà. Encore une fois, ça revient à notre question initiale, c'est comment rendre les collaborateurs acteurs de leur projet de carrière. Donc, c'est bien les responsabiliser aussi. Question 4. Quels sont les freins qui limitent la portée de vos entretiens professionnels? Alors là, il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses, pardon. Donc, je vous laisse répondre. On n'a peut-être pas le temps de commenter dans le détail, mais au moins vous aurez déjà une vision. De toute façon, les réponses, on vous les remettra sans doute dans un petit livrable qu'on vous enverra à l'issue de notre webinaire. En tout cas, les grandes tendances, ce sera toujours intéressant pour vous aussi de pouvoir les capitaliser dessus pour envisager vos stratégies, RH notamment. Voilà, c'est assez disparate. S'il y a une tendance qui se dégage, en tout cas, c'est que manifestement, les managers ne sont pas assez formés à cet exercice. Ça, c'est souvent… alors, moi, juste une petite… il y a la formation, mais il y a aussi la notion, je pense, enfin, les managers, historiquement, sont toujours incentivés par la performance de leur BU. Et la performance, c'est quoi? Grosso modo, on va dire, c'est le chiffre d'affaires. Je la fais courte. Ou la marge. Enfin, ça dépend. En tout cas, c'est un élément assez tangible de cette nature.
Et on pourrait se poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi incentiver vos managers sur le taux d'engagement des collaborateurs, le taux de fidélisation est-ce que, par exemple, en proposant des modules de formation, combien de collaborateurs se sont emparés des formations qui sont mises à disposition et avoir aussi des outils de mesure d'un point de vue strictement RH sur l'évolution et la montée en compétences des collaborateurs de l'équipe. C'est aussi un moyen de les engager davantage parce que forcément, on a tous des enjeux, il y a des enjeux globaux, mais si on est incentivé que sur le business, c'est là-dessus qu'on mettra davantage d'impact. Donc, ça peut être intéressant aussi de réfléchir à la façon de valoriser ce niveau d'engagement des collaborateurs. Et enfin, la dernière question. Donc, à quel niveau les managers sont-ils engagés dans l'exercice des entretiens professionnels de votre entreprise? Je pense qu'on va avoir ça va répondre à la question d'avant. Ça va venir. Donc oui, les managers participent partiellement aux entretiens professionnels. Il y a quelques-uns qui sont. J'ai un bruit de fond, je ne sais pas si c'est chez toi. Ouais, j'ai aussi un bruit de fond qui arrive, je ne sais pas trop d'où il vient. Bon, j'espère que ce n'est pas trop désagréable pour vous en tout cas. On n'a pas pu trop interagir avec le chat, je suis désolé parce que le temps passe vite. On vous remettra les réponses. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, le sujet des managers, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il semble assez important de votre côté. Voilà. Ouais. Donc, c'est la première fois qu'on faisait ce petit exercice de questions-réponses. Ça marche pas trop mal, je trouve. En tout cas, merci pour vos réponses et puis on vous les compilera, on vous les transmettra par la suite. Du coup, Raphaël, je te laisse la main. Clairement. Mais du coup, il y a effectivement avec Arthur, on en a pas mal discuté, on en est venu à une procédure, entre guillemets, ou du moins une préconisation de procédure sur laquelle travailler pour pouvoir justement déployer et rendre ces entretiens RH. Donc, on est vraiment très centré sur l'entretien professionnel, vous l'avez compris, impactant. Donc, on va avoir en fait 3 grandes étapes, donc 2 étapes en amont et une étape en aval. Donc, pour vous donner le plan, c'est qu'en amont, il y a toute une communication à avoir avec les collaborateurs. Dans ce spectre collaborateur, on va rentrer toute la dimension en fait d'aider les collaborateurs, du coup, comme la slide l'indique, à préparer leurs entretiens et changer de posture. Arthur va détailler cette partie sur justement comment préparer tout ça. En amont également de lancer ces entretiens RH, on va avoir le déploiement opérationnel de ces entretiens. Donc là, je vais reprendre la main à ce moment-là pour vous partager justement ce qu'on a expérimenté chez des clients, ce qui a bien fonctionné justement en termes d'étapes à suivre. Et donc dans ce grand spectre, en amont RH, on va rentrer la dimension managériale aussi pour les sensibiliser, parce que vous l'avez remonté, c'est un sujet quand même assez majeur d'impliquer les managers dans ce point. Et on va avoir ensuite en aval comment on communique en fait sur l'efficacité de ces entretiens une fois que l'opération est passée. Donc, qui est un élément à ne pas négliger non plus, qu'on en reviendra en détail après. Arthur, je te laisse la main pour la partie collaborateur que tu maîtrises à merveille. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que parler de soi, parler de sa carrière, c'est un moment potentiellement anxiogène pour les collaborateurs. Parce que parfois, on est souvent un peu confronté au syndrome de la page blanche. C'est-à-dire qu'on est là, ça fait 10 ans qu'on bosse dans la même boîte, par exemple, ou 5 ans. On a peut-être connu 2-3 missions différentes, mais finalement, on a du mal parfois à faire du lien entre à la fois sa situation antérieure et la façon dont on voudrait envisager et poursuivre sa carrière. Et donc, c'est là où peuvent apparaître parfois de l'anxiété. Alors, vous avez parfois, soit les collaborateurs qui vont arriver, entre guillemets, avec les mains dans les poches, dans le sens où cet entretien n'est pas vraiment investi par l'organisation, par les managers ou parfois par les RH. Et donc, c'est pas un événement qui est sanctuarisé. Et donc, les collaborateurs peuvent arriver un peu en dilettante. Et effectivement, moi, je me souviens des entretiens de carrière que j'avais vécu par le passé. On m'avait clairement dit dès le départ, on est d'accord, c'est purement administratif. Alors que j'étais préparé avant, j'étais content de me dire, tiens, c'est l'occasion pour moi de pouvoir avoir un moment privilégié avec mon manager. Je trouvais ça plutôt positif comme démarche. Et c'est vrai que ça m'a un peu refroidi, très clairement. Donc, du coup, on a parlé de la pluie et du beau temps. Ça, c'est fait. J'ai signé en bas du document, puis c'était réglé. Mais finalement, c'était vraiment une occasion manquée.
Et puis alors d'autres, au contraire, pour qui c'est un enjeu important, mais qui vont être un peu tétanisés, pris un peu comme les lapins dans les phares d'une voiture, ne pas trop savoir comment se positionner, avoir peur de trop en dire, parce que si j'en dis trop, on va croire que je veux partir, donc potentiellement on va me mettre sur la touche, on va me mettre dans un placard. Et puis en même temps, on ne sait pas toujours dans quelle direction aller aussi. Donc voilà, donc on peut être confronté au syndrome de l'imposteur, où on se sent pas toujours à sa place. Alors de la bonne élève, souvent pour les femmes, malheureusement, mais qui peuvent aussi du coup se tirer des balles dans le pied, ne pas oser faire valoir une promotion parce qu'elles considèrent qu'elles cochent pas toutes les cases. De l'autocensure aussi. Enfin bref, donc il y a des syndromes qui peuvent apparaître à ce moment-là. Et puis simplement parce qu'on a du mal à se projeter. Et donc l'objectif du coaching de carrière va vraiment permettre aux collaborateurs de pouvoir se révéler en tant que sujet singulier, acteur de sa trajectoire de carrière. Et c'est vraiment tout l'enjeu, parce que vous, en tant qu'RH, vous n'êtes pas omniscient, vous pouvez pas penser à la place des collaborateurs. Et si vous commencez à vouloir leur dire, toi, tu feras ça demain, vous avez une chance sur 10 qu'effectivement, ça ne corresponde pas au projet du collaborateur si on n'a pas les éléments de ces moteurs profonds à disposition. Et donc, l'idée, c'est vraiment de permettre aux collaborateurs d'avoir cet espace qui va leur permettre de sanctuariser du temps, de prendre un peu de recul sur leur trajectoire pour justement se muer lors de cet entretien, non pas en demandeur d'emploi, mais bien en offreur de compétences. Et c'est tout l'enjeu de ces entretiens. C'est-à-dire que recevoir des collaborateurs en entretien qui arrivent en vous disant tiens, ça fait 4 ans que j'occupe le même poste, qu'est-ce que tu as à me proposer, ça évidemment on n'en veut plus et c'est plus une posture attendue. Ça marchait quand à l'époque on savait exactement quelle était la voie tracée. Aujourd'hui on est un peu autant les collaborateurs que les RH n'ont pas toujours cette visibilité et donc c'est important que ce soit aux collaborateurs de s'emparer de ce sujet et qu'ils aient cette posture-là. Et finalement c'est tout ce que permet de faire Jobmaker. Donc, faire un peu d'auto-promo et je m'en excuse. Mais c'est vraiment de mettre à disposition cet outil pour que les collaborateurs puissent en autonomie sanctuariser du temps, prendre du recul sur leurs compétences, leur trajectoire de carrière, ce qu'ils ont aimé faire, ce qu'ils veulent vous partager, quelles sont leurs priorités du moment. Ensuite, comment est-ce que, pour pouvoir justement travailler sur leur singularité, pour ensuite partager leurs projets professionnels, comment est-ce qu'ils se projettent dans l'avenir, quelles sont les opportunités qu'ils ont pu évaluer autour d'eux, les gisements d'activité, c'est-à-dire voilà mes compétences aujourd'hui, voilà comment est-ce qu'elles vont évoluer demain, donc voilà comment est-ce que je dois m'emparer de ce sujet-là, quels sont les métiers d'avenir, etc. Et ensuite travailler son pitch et sa présentation pour être véritablement percutant en entretien et avoir cette posture tant attendue, comme je disais, d'offrir de compétences. Donc voilà ce que permet Jobmaker, finalement, c'est de décliner d'un point de vue opérationnel le fameux message « Soyez capitaine de votre carrière », qui, si c'est juste un slogan, en gros, n'aura pas beaucoup d'effet. Voilà. Il faut toujours, quand on dit quelque chose, quand on a une politique RH, penser à une déclinaison opérationnelle du message qu'on veut transmettre. Et pour reprendre la main, donc on a effectivement toute cette dimension des collaborateurs où on va, j'ai pas un mot plus positif, mais vous allez me comprendre, on va conditionner, en fait, on va permettre aux collaborateurs de se mettre en bonnes conditions pour l'entretien. Donc il y a effectivement des outils comme Jobmaker qui peuvent le permettre, de l'accompagnement par les managers et autres. Mais côté RH, il y a aussi un point qui est super central, c'est en fait les éléments sur lesquels on va devoir se questionner avant de lancer justement cet exercice. Et nous, c'est ce qu'on a observé chez, on a accompagné un peu plus d'une centaine d'entreprises, donc dans différents secteurs, que ce soit dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans l'industrie, dans le conseil. On s'est rendu compte en fait que toutes les campagnes qui fonctionnaient bien, on avait des beaux taux d'engagement, où on récupérait des bonnes dimensions. On avait appliqué un petit peu cette recette miracle qui se découle en 3 éléments. C'est la communication, donc ça qui est l'élément aujourd'hui que je trouve assez central. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'on entend pas mal parler de marketing RH. Je ne sais pas si du côté des participants vous en entendez parler aussi, mais moi j'ai l'impression que c'est un sujet qui vient beaucoup. C'est comment en fait utiliser les mêmes mécaniques que le marketing pour acquérir des nouveaux clients, etc. Mais en interne pour promouvoir justement des actions RH. Et donc là-dessus, il y a vraiment cet angle de la communication qui est archi important. Donc on va en fait définir très clairement auprès des différents publics cette dimension d'objectif de l'exercice. Donc en fait donner vraiment en deux ou trois éléments très simples. En fait, c'est vraiment, quand je dis marketing, c'est marketer en fait l'opération autour de voilà à quoi ça sert
en fait. Donc, dédramatiser un peu aussi l'entretien professionnel, ou justement lui rendre un peu ses lettres de noblesse et lui faire quitter son statut de exercice obligatoire un peu embêtant, mais transformer ça vraiment en quelque chose de positif et donc y donner les objectifs. Dans ces objectifs, on va retrouver du coup les données de sortie. Donc, sur quelles données en fait on va se baser et on va pouvoir communiquer. Exactement, Karine, en fait, transformer tout ça en vraie opportunité. Et donc, on va vraiment clairement afficher les données de sortie. À quoi nous, service RH, avec les managers, on va être attentifs pour que toi, collaborateur, on puisse mieux t'accompagner. Et aussi communiquer hyper clairement sur les décisions de sortie. Cet entretien professionnel dans ma société, l'exercice d'entretien professionnel, me sert à définir les promotions, me sert à définir les augmentations, me sert à définir justement ou identifier les formations qu'on va faire sur les 4 prochaines années. En fait, le fait de partager ces décisions de sortie qui vont être prises, ça permet aussi de conditionner l'échange. Et ça, il peut y en avoir plusieurs. Des décisions, c'est pas rare d'avoir des clients qui vont utiliser l'outil des entretiens pro pour, 1, définir le plan de formation, 2, définir les parcours de carrière, 3, identifier les top talents. Le tout, c'est en fait de vraiment les communiquer aux collaborateurs et du coup, par extension, aux managers, et en faire, en fait, encore une fois, je reprends vos mots, Karine, une vraie opportunité pour tout le monde d'avancer, mais vraiment cadrer l'exercice au maximum grâce à de la com. Ensuite, on a l'opérationnalisation pure de ce travail, c'est la personnalisation de la trame. Donc en fait, cette trame, elle doit être assez classique parce qu'il y a des obligations, donc on va devoir suivre certaines questions obligatoires. Par contre, il faut aussi le transformer un petit peu en fonction de la culture de l'entreprise et faire corréler en fait tous les éléments qui composent cette trame aux fameux objectifs qu'on communiquait en amont. Et ça, c'est vraiment une clé pour que la personne ne se dise pas « Ok, cette question, c'est une question piège qui va me faire rentrer dans un parcours ou dans un autre ». Ça, c'est des retours en interrogeant des collaborateurs et même des managers qu'on a beaucoup eu. C'est de dire ah, « mais cette question, elle est tendancieuse, c'est pour nous piéger ». On va pas se mentir, on est entre personnes du métier aujourd'hui. Il y a quand même un petit peu de défiance qui nous est héritée, je pense, des années 60 ou 70 où l'équipe RH était dans sa tour d'ivoire. Aujourd'hui, l'équipe RH, c'est une fonction stratégique, mais aussi très opérationnelle. Donc, on n'est plus dans cette espèce de fonction fantasmée de personnes qui font des PSE dans tous les sens. Donc ça, il faut l'avoir en tête et on rentre un peu dans cette dimension de marketing où il faut se mettre dans la tête de ses collaborateurs et de ses managers quand on crée la trame pour pas qu'il y ait de place au doute et que ça colle à ce qu'on a communiqué. Ensuite, il y a une dimension de cas par cas qui est assez intéressante aussi. C'est qu'en fait, quand on lance cet exercice au début, c'est assez fastidieux. Dans le sens où nous, typiquement, quand on lance un projet Zola, souvent on accompagne des sociétés qui ont qui font les process d'entretien ou les process de suivi de carrière de façon un peu mécanique, de façon très réglementaire, donc en gros qu'ils le font pour le faire. Nous, dans nos process d'intégration, on a toujours cette dimension de sensibilisation des managers. Donc, on leur présente évidemment le logiciel et sous couvert de cette présentation d'un nouvel outil qui leur fait gagner du temps, on passe pas mal de temps avec eux pour leur demander leur vision de l'exercice, leur présenter la trame qui est retenue, pour avoir leur retour. En fait, donc on les fait participer. Et ça, on n'invente rien, mais on va utiliser. Donc, je parlais du marketing RH. Là, on utilise les stratégies de conduite du changement. Donc, en fait, pour se préparer à avoir des anti, on va dire, on les élimine, ces anti, en les faisant participer à l'exercice, en les incluant, en fait, dans la réflexion autour de cette trame. Est-ce que, en fonction de la com qu'on vous a donnée, des contours de l'exercice, des règles du jeu, cette trame, vous pensez qu'elle va être bien reçue par vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes à l'aise, pardon? Et on va aussi partager les leviers. Donc, on va partager en fait aux managers et aux collaborateurs les leviers sur lesquels on va pouvoir jouer. Donc, typiquement, ça rejoint un peu ces objectifs, mais dire voilà, c'est ça les règles du jeu, et voilà les décisions qu'on va prendre derrière, et voilà ce sur quoi on va communiquer en sortie. Donc, en fait, l'idée, je pense que vous l'avez compris, c'est d'en faire un exercice commun et non plus un exercice qui est décidé en chambre côté RH, qu'on envoie en se disant bon, on va pas réussir à impliquer nos managers ou nos collaborateurs. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Il faut mâcher le travail en amont.
leur présenter et être hyper transparent sur ce qui va se passer derrière. Et, euh, et nous, enfin là pour le coup, j'ai le retour d'expérience qui le permet. On arrive à bien impliquer en fait toute la population autour de ça, et on arrive même à créer de nouveaux rituels. Et donc ça, c'est quand on a un niveau justement où on a eu 2 campagnes qui se sont écoulées vachement bien, avec avec des bons éléments de sortie, des succès qu'on a communiqués, etc. On arrive à le rendre parfois annuel, ce rituel, dans certaines organisations. Et c'est hyper bien reçu des collaborateurs, et on y voit un impact sur justement l'engagement, sur l'implication, sur les retours RH aussi, et les retours des instances représentatives, qui voient plutôt ça d'un bon œil. Donc voilà, j'ai un peu débordé, mais ça me paraissait important de vous partager ce retour d'expérience. Arthur, je te rends la main pour ce qui se passe après. Et en fait, donc, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ces entretiens peuvent être vraiment le point de jonction entre, d'un côté, le projet du collaborateur, à partir du moment où c'est assez clair pour lui et les besoins de l'organisation. C'est là où va pouvoir avoir lieu, justement, cet échange nourri et enrichi de par finalement, les visions respectives des deux parties. Et en fait, il faut pas avoir peur de laisser la main au collaborateur sur cette réflexion, parce que ce qui va permettre aussi de pouvoir vous comprendre quels sont ces leviers d'engagement et comment est-ce que vous allez pouvoir derrière les fidéliser. La fidélisation précède toujours à l'engagement. Enfin, l'engagement précède toujours la fidélisation, pardon. En tout cas, c'est le meilleur levier. Et donc, le plan d'action qui peut émerger à l'issue de ces entretiens, ça peut être aussi parfois de conforter les personnes dans leurs fonctions. Parfois, en fait, on se rend compte quand on prend du recul que finalement, c'est pas plus mal là où on est. Finalement, c'est quand même assez intéressant, on s'épanouit. Et cet échange va permettre de pouvoir justement renforcer cette position-là, et quitte à identifier au sein même de la fonction des leviers d'amélioration, peut-être une petite formation lui permettant de continuer à s'upskiller. Mais ça ne veut pas forcément dire que la personne a nécessairement envie de bouger. En tout cas, elle a besoin d'être comprise, d'être entendue et d'être singularisée au sein de l'organisation, de se sentir importante. Mais ça peut aussi aboutir à une mobilité interne, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire forcément une mobilité immédiate, ça peut être aussi un plan d'action vers une mobilité en disant, voilà, effectivement, par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ce que tu veux faire, nous, on pense que voilà, dans 1 an, dans 2 ans, il y aura des opportunités pour toi. Il te reste encore un peu de chemin à parcourir pour y arriver, mais le fait de pouvoir factualiser ces éléments et de pouvoir s'appuyer sur des éléments concrets va rendre le message beaucoup plus audible. Ça peut être évidemment une mobilité géographique, des formations qu'on vient d'en parler, une promotion aussi, si la personne, notamment, nous, on a un volet marketing de soi qui va permettre à la personne de préparer son pitch, son projet, et on sait que c'est une compétence attendue aujourd'hui dans les organisations, savoir se présenter. Combien de fois on voit des collaborateurs en entretien de mobilité qui ont vraiment le CV parfait pour pouvoir être promus à la fonction en tant que telle et qui se plantent complètement dans l'entretien parce qu'ils ne sont pas capables de parler d'eux. Je pense que ça vous est tous arrivé. Mais en fait, c'est aussi donner cette opportunité aux collaborateurs de se préparer du mieux possible, d'être le plus convaincant possible. Et puis, n'ayons pas peur des mots, parfois aussi, ça peut aboutir à un départ. Et un départ, c'est pas partir n'est pas nécessairement trahir. Moi-même, j'ai quitté, j'ai un cycle, tous les 4 ans, je quitte les boîtes dans lesquelles je bossais. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Quand je la fidèle à ma femme, tout va bien. Mais en tout cas, professionnellement, c'est toujours passé comme ça. Mais mine de rien, les boîtes, à chaque fois, quand je suis parti, c'est toujours très bien passé. Parce qu'il y a eu ce départ qui s'est fait de manière intelligente, constructive. Et encore aujourd'hui, ça m'arrive d'être ambassadeur pour les boîtes pour lesquelles j'ai bossé par le passé. Parce que justement, l'expérience a été aboutie de A à Z. Et donc, parfois, ça m'arrive de recommander certains de mes anciens collègues. Disant, tiens, toi, tu devrais bosser dans telle boîte. J'y ai travaillé, ça m'a plu. Toi, en revanche, tu ne devrais pas y aller parce que je te connais, ça ne te conviendra pas. Et puis, peut-être qu'un jour, j'y retournerai, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment de se dire que l'expérience collaborateur doit être vue comme un tout. Mais en tout cas, que si quelqu'un part, c'est pas ça qui va faire qu'il part. C'est ça qui vous permet de créer les meilleures conditions d'un départ. Parce que de toute façon, la décision de partir, c'est pas forcément le fruit d'un entretien ou le fruit d'un logiciel X ou Y. C'est beaucoup plus profond que ça. Mais en tout cas, ça vous permet, vous, de pouvoir préparer les conditions d'un départ beaucoup plus favorables. Et puis parfois, on a besoin de créer aussi un peu de rotation pour rafraîchir les équipes, n'ayons pas peur des mots. Enfin voilà. Donc en tout cas, ce qui permet de créer la culture du mouvement, c'est ça qui est important, de faire en sorte que les gens ne soient pas statiques dans leur fonction et qu'ils restent compétitifs sur le marché de l'emploi. Donc si pour eux, ça doit passer par une mobilité interne, externe, une formation ou une promotion, et tant mieux, dont acte. En tout cas, il ne faut pas que les gens s'encroutent dans leur fonction trop longtemps parce que sinon, ils vont se retrouver avec un décalage important avec les attentes du marché de l'emploi interne comme externe.
On va alors, en théorie, on a 1 minute encore pour répondre aux questions, mais on va peut-être déborder un petit peu. Je m'en excuse. C'est vrai que on avait pas mal de choses à dire finalement. En tout cas, je vois qu'il y a une question de Valérie. J'avais lu avant, donc j'ai essayé d'y répondre un peu à l'instant en anticipant. Et donc, effectivement, comme vous dites, on peut avoir l'effet inverse, effectivement, que la personne s'en aille. Moi, je pense pas que quelqu'un part à cause d'un logiciel ou à cause d'un entretien. Je pense que simplement, si elle devait partir, elle serait de toute façon partie. Maintenant, vous, ce que vous pouvez avoir, là, vous pouvez avoir la main, c'est comment créer les conditions d'un départ qui se passe dans les meilleures conditions possibles, quoi. Et ça passe par la compréhension mutuelle des deux parties, de se dire, bah, effectivement, de toute façon, j'aurais pas pu le retenir, donc autant faire en sorte qu'il parte dans les bonnes conditions, mais aussi, et c'est ces entretiens-là qui peuvent aussi vous donner des clés pour pouvoir les réengager. Parce que si on se dit, bah, il y a un risque qu'il parte si on le confronte à ces questions-là, ah bah, il partira, c'est sûr. Mais parce que vous n'aurez pas été en mesure d'identifier les leviers pour pouvoir les fidéliser, les maintenir dans l'organisation si c'est quelqu'un de stratégique pour vous. Donc, autant aborder le sujet, comprendre quels sont ses moteurs profonds, qu'est-ce qui fait que potentiellement il pourrait partir demain et quelle réponse vous pourriez lui donner, parce que si ça se trouve, en fait, vous avez déjà une réponse dans une autre BU, dans une autre entité, sauf que lui, il n'est pas forcément au courant et que là, vous pouvez faire du lien justement pour identifier avec lui un plan d'action lui permettant de l'engager. Donc, je pense qu'on prend beaucoup plus de risques à ne pas aborder ces sujets-là, à ne pas confronter les gens à leur projet, plutôt que à mettre la poussière sous le tapis et en se disant, bon, on n'en parle pas, et puis on va espérer que ça fonctionne, quoi. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, ça craque parce que c'est pas à coup d'augmentation de salaire qu'on engage les gens. C'est pas parce qu'on manque quelqu'un de 20% de sa rémunération qu'il sera 20% plus performant ou 20% plus engagé. Il sera juste content d'avoir 20% plus potentiellement. Ça permettra d'autant plus d'être encore plus de se dire, bah, si je pars, j'aurai plus de légitimité à demander un gros salaire. Donc, c'est pas forcément la meilleure stratégie, à mes yeux. J'ai vu que tu opinais du chef, Raphaël. Oui, Bon. d'accord. Je partage. Et on a Judith qui nous pose une question aussi sur la méfiance des collaborateurs quand on met en place des nouveautés en RH. Donc, effectivement, c'est un peu ce que je disais dans le point. C'est qu'aujourd'hui, il y a encore cette vision de dès qu'il y a une nouvelle chose qui est faite en RH, c'est qu'il y a une réorg, c'est qu'il y a un sujet de transfo, c'est qu'il se passe quelque chose à la direction. On doit composer en fait euh, avec cette image un peu complexe d'apporteur de mauvaises nouvelles, concrètement. Avoir rendez-vous avec les RH, dans la tête de beaucoup de collaborateurs, ça résonne comme du disciplinaire et pas comme du suivi. C'est pour ça que moi, le point, je pense, c'est un point qui met du temps à décanter. Et c'est ce point justement de market RH, en fait, d'utiliser les techniques propres au marketing, propres à justement de la communication un peu plus positive, à de la communication plus régulière, à de la preuve aussi d'action. Parce qu'en fait, on a toujours ce sujet en RH, on sait qu'on fait plein de choses, qu'on le fait à 95% dans l'intérêt des collaborateurs pour améliorer leur qualité de vie, pour améliorer tout ça. Et tout ça, en fait, devient invisible et ne se voit pas, en fait, parce qu'il y a très peu de com autour. Typiquement, nous, dans la restauration, on est face à des populations ou dans l'industrie qui sont habituées, donc surtout les populations de terrain, qui sont habitués à pas avoir à ce qu'on s'occupe pas d'eux en fait. Et historiquement, chez leurs précédents employeurs, etc., ils ont cette habitude, surtout pour ceux qui travaillent depuis 10, 15, 20 ans, qu'on s'occupe pas du tout d'eux. Et moi, je le vois comme une opportunité où le plus on va communiquer sur pourquoi on fait les choses, mais aussi sur qu'est-ce qu'on a fait derrière, le plus on va solliciter notre audience, donc notre population, en apportant des éléments de réponse derrière, parce que ça, c'est un élément que j'aime bien partager aussi, faire une étude de qualité de vie au travail quand on a 500 € de budget pour toute la boîte, dans une boîte de 1000 personnes, pour améliorer la qualité de vie au travail, ça ne sert pas à grand-chose de faire un baromètre parce qu'on n'a aucun levier d'action. Donc, c'est aussi choisir ses combats, ceux sur lesquels on sait qu'on a des leviers d'action, et en fait, mettre le paquet là-dessus, prouver des ROI. Arthur en parlait, hein, la fonction RH doit aussi prouver des retours sur investissement sur ses actions.
Et ils sont trouvables avec des éléments qu'on connaît tous, des indicateurs qu'on connaît tous, hein, la rétention, l'engagement avec du INPS, des choses comme ça, la satisfaction aussi des collaborateurs vis-à-vis des démarches RH. Mais pour ça, il y a besoin effectivement de beaucoup communiquer. Et moi, il y a une technique aussi que j'aime bien pour répondre à votre question, Judith, c'est la partie champion. Donc ça, c'est plutôt inspiré des théories de vente. Donc quand on vend, que ce soit un logiciel ou un service, on va toujours se trouver un champion en interne de l'entreprise à laquelle on veut vendre qui va nous aider à convaincre en fait le reste du cercle décisionnel. En fait, cette technique, on peut aussi l'utiliser en RH pour l'interne. C'est on va aller en fait chercher deux ou trois managers influents qui croient aussi en une démarche, les solliciter pour qu'ils portent cette démarche avec nous et aller en fait la diffuser en interne, mais on n'y va pas tout seul, typiquement. Donc les idées pour désamorcer, elles sont aussi multiples que les entreprises, parce que chaque entreprise est quand même très différente dans sa culture. Mais voilà quelques éléments et des pistes de réponse que je peux vous apporter de l'expérience qu'on a avec nos clients. Et il y avait aussi une question, il y avait deux questions, Judith. Il y en avait une autre aussi sur. Donc, on a des difficultés à harmoniser le niveau de nos RH pour la conduite des entretiens. Quelle est la première solution à mettre en place selon vous? Bon, il faudrait déjà savoir ce que vous avez déjà mis en place, mais enfin, en tout cas, à mon sens, enfin, je prêchais pour ma paroisse, mais nous, on a des petits modules de formation qui durent une demi-journée. On a deux en tout, donc ça peut se caser assez facilement dans l'agenda, qui permettent en fait. Alors, on fait pas une formation au coaching parce que c'est pas notre job. Et puis, être coach, c'est un vrai métier à part entière. Mais en tout cas, à minima, à la posture RH, à cette qu'est-ce que c'est aujourd'hui être RH et quelle posture avoir face à des collaborateurs qui ont besoin de mobilité, par exemple? Comment répondre à leurs enjeux? Et parfois, en fait, c'est vraiment de la sensibilisation et de la formation au change aussi, de cette prise de conscience de ce que c'est que d'adresser ce sujet-là. Et puis avec aussi les mises en situation pour des entretiens de débriefing notamment, qui peuvent permettre aussi de donner aussi, de mettre en confiance les RH sur ces sujets-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on attend que les RH soient au niveau, sans mettre en place de l'accompagnement, ça n'arrivera pas tout seul. On dit souvent parfois, on n'est pas assez mature sur ces sujets-là. En fait, je pense qu'on n'est jamais mature tant qu'on n'a pas mis en place la solution. Donc, on peut toujours reporter le sujet en disant on attend d'être mature. Mais en fait, la maturité ne se décrète pas toute seule s'il n'y a pas une décision en amont de se dire bon, on va aborder le sujet, on va prendre en main le sujet, on va mettre en place des outils. Zola, John Maker, mais il peut y en avoir d'autres évidemment. On ne représente pas toutes les solutions sur du marché, évidemment, mais en tout cas, c'est de se dire, si on veut vraiment aborder le sujet, peut-être qu'il y a pas marche forcée, il y a peut-être des RH qui vont être un peu, se sentir un peu bousculés dans leur pratique. Mais enfin, de toute façon, je veux dire, là, ce qu'on parle aujourd'hui avec Raphaël, en fait, c'est des sujets d'hier, quelque part, qu'il faut décliner aujourd'hui dans vos organisations. Parce on voit la littérature RH depuis le Covid notamment sur ces sujets-là. Ça fait 2-3 ans qu'on en parle, qu'on se pose des questions sur mais je comprends pas pourquoi est-ce que mes collaborateurs au bout d'un an et demi ils veulent déjà partir. Bon, en fait, il y a un moment donné, si on se pose la question mais qu'on n'a pas mis en place de plan d'action concret, en fait, il faut passer à l'action, quoi. Et il y a des solutions aujourd'hui qui peuvent y répondre. Donc, c'est à la fois une vision globale de l'organisation et puis comment on décline ça d'un point de vue opérationnel. Et il faut vraiment que par capillarité, le chemin se fasse, quoi. En tout cas, on arrive à peu près, on a même débordé. Donc, merci pour votre participation. Merci à toi, Raphaël. J'étais ravi de faire cet événement avec toi. Ouais, et puis, écoutez, moi, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous via LinkedIn. Mon agenda aussi, si vous souhaitez prolonger l'échange. Ce sera avec plaisir. Je pense que Raphaël, ça doit être pareil aussi. De toute façon, vous aurez accès au replay également si vous voulez reprendre des infos. Vous serez envoyé à l'issue de l'événement. Et puis, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Je sais que Zola publie régulièrement des informations sur sa page LinkedIn. Nous également, on vous partage. Vous envoyer un livre blanc aussi en follow-up de l'événement. Et puis, on fait des événements comme ça à peu près une fois par mois. Donc, n'hésitez pas, si encore ça vous intéresse, à venir. Ce sera avec plaisir. Voilà.
Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire à bientôt et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer pour de vrai. Voilà, nous on sera au congrès RH le 3-4 avril. Je ne sais pas si vous serez là, mais en tout cas, on sera ravis de vous rencontrer. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. À bientôt.